Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous à ce rendez-vous de 20h. Notre invité ce soir est un monument de l'histoire du cinéma. Claude Lelouch dévoile le rôle qu'il réserve à Bernard Tapie après l'interview événement de Bernard Tapie sur TF1. Il parle aussi de son prochain film sur le Covid et de son regard sur la gestion de la crise par Emmanuel Macron. Au sujet du Covid, justement, Olivier Véran lance aujourd'hui un appel solennel. La règle, dit-il, est qu'on ne jette aucune dose. Une des causes, mais ça n'est pas la seule, et que beaucoup de gens boudent AstraZeneca. Des milliers de créneaux de rendez-vous ne trouvent pas preneur actuellement en France. Cette situation contraste avec l'état de pénurie extrême en Inde. Là-bas, la situation prend un tour de désastre. Tout manque, en particulier l'oxygène. Le cap des 350 000 cas est atteint en un seul jour. Nous y serons dans un instant en direct. Enfin, avec les éditorialistes encore, nous revenons sur la tribune des hauts gradés dont beaucoup sont à la retraite. Le gouvernement agite la menace de sanctions. On en parle avec nos éditorialistes et l'amiral Alain Coldefy. Commençons par cette crise dans la crise. C'est une crise de confiance dans les vaccins, dans certains vaccins en particulier. La préférence souvent accordée à Pfizer et Moderna au détriment d'AstraZeneca. Mais ça n'est pas la seule raison. Il y a aussi du Pfizer non utilisé. La situation est telle que le ministre de la Santé lance un appel solennel. Il fixe la règle. Il n'est pas normal, dit-il, de perdre des créneaux de rendez-vous pour la vaccination. On va l'entendre. La règle, c'est qu'on ne jette aucune dose de vaccin. Personne ne comprendrait qu'on puisse jeter des doses de vaccin. Et donc, les centres, la plupart d'entre eux, voire la totalité d'entre eux, disposent de fichiers de rappel. Donc, j'invite les directeurs de centres à contacter ces fichiers de personnes pour leur proposer, les inviter à venir se faire vacciner sur chaque créneau de vaccination disponible dans chaque centre du territoire national. Voilà, situation très frappante. Mesurons ce que ça signifie pour chacune et chacun d'entre nous avec nos éditorialistes. Ava Jamshidi, journaliste à l'Opinion. Bonsoir. Bonsoir, au magazine L. Magazine L, pardon, excusez-moi, ça va. Et puis Arthur Berda, journaliste au Figaro. Bonsoir. Et Renaud Pilat. Bonsoir, voilà, pilier maison de LCI. Ava, d'abord, est-ce qu'on est simplement dans cette sorte de prévention contre les vaccins dont le gouvernement parlait tout au début ? On s'est moqué d'eux quand ils disaient les anti-vax. Or, visiblement, ça existe un peu. Il y a sans doute un peu de ça, mais vraisemblablement, le problème numéro un, c'est la défiance qu'il y a d'une partie des Français vis-à-vis de l'AstraZeneca, qui a même été suspendu, vous vous en rappelez, pendant quelques jours. Raison pour laquelle on a aujourd'hui un ministre de l'Éducation qui fait bien la communication autour de sa propre vaccination avec l'AstraZeneca. Et puis il y a aussi des problèmes d'organisation patents dans cette campagne vaccinale. Il y a une spécificité quand même en France qui est qu'on peut choisir la molécule avec laquelle on va être vacciné quand on prend rendez-vous, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Question à tous, est-ce que ça se passe mal, au fond ? Il y a une faillite de l'administration santé aussi qu'il faut souligner. Il y a un jeune homme, Guillaume Rosier, qui fêtera d'ailleurs demain ses 25 ans. Donc c'est un jeune homme, Guillaume Rosier, c'est un data scientist en bon français, un scientifique de la donnée. C'est un garçon qui a développé plus d'outils pour accéder à ces fameuses doses inutilisées, ces fameux rendez-vous libres et manqués, et qui a, d'une certaine manière, pallié la faillite de l'administration santé pour l'organisation et la démocratisation de ces rendez-vous. C'est lui qui fournit les outils Covid Tracker, Vite ma dose et j'en passe. Et précisément, regardons son tweet. Aujourd'hui, c'est très impressionnant, l'espèce de relevé qu'il fait. Il dit à 233 000 places qui ne sont pas occupées. On voit même que les créneaux disponibles sont en augmentation. Arthur, vous aviez un mot un peu plus brutal tout à l'heure qui commence par B pour décrire la situation actuelle. C'est pas très organisé. Une bérésina, je sais un peu plus cru encore, mais voilà. mais en effet, c'est pas très organisé et c'est dramatique. Guillaume Rosier, il a fait une série d'autres tweets il y a quelques instants, je les voyais avant de rentrer en plateau, dans lesquels il invitait le ministre de la Santé, Olivier Véran, à appeler à se rendre sur les sites qu'il a lui-même développés avec une petite équipe d'une dizaine de personnes, puisque, dit-il, le secteur privé, d'une certaine manière, est venu compenser ce que l'administration santé n'a pas su faire sur ce dossier. On va entendre tout à l'heure Claude Lelouch qui dit, il nous accuse tous collectivement en disant on est un peu des enfants gâtés par rapport à d'autres, par rapport aux Indiens d'ailleurs dont on parlera. Est-ce que c'est le cas ? C'est ce que relaient beaucoup de ministres en ce moment qui sont un peu dépités de voir la tournure que prennent les événements, parce qu'il faut rappeler que
plus vite les Français seront vaccinés, plus vite on arrivera à ce fameux bout du tunnel et pour pouvoir revivre à peu près normalement. Ce qui est sûr, c'est que la complexité avec laquelle les Français se trouvent devant telle ou telle plateforme et la difficulté à prendre ces fameux rendez-vous, eh bien, explique la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. J'ajoute, d'un mot, que l'exécutif est lui-même coupable de cette situation. Il faut se souvenir que fin 2020, début 2021, la France était championne du monde des antivax, les anti-vaccins. Et donc, à l'époque, Jean Castex, Emmanuel Macron, l'exécutif et le gouvernement avaient dit « pas question de se faire vacciner devant les caméras, puisqu'on va d'une certaine manière flatter les antivax ». Et puis d'un coup, les Français ont basculé, les Français sont devenus pro-vaccin, et c'est heureux pour sortir de cette crise. Et puis, le gouvernement a suivi le mouvement et s'est vacciné malheureusement un peu tardivement. C'est dans cette période où on est en ce moment qui est une période compliquée parce qu'on passe d'une période où il manquait de doses à une période où les doses arrivent, les doses sont là. On a reçu dernièrement énormément de Pfizer. Il y a 4,3 millions de Français qui sont encore éligibles selon les critères. Ils doivent se faire vacciner, ces 4,3 millions de Français. Et je pense qu'à un moment donné, le gouvernement devrait mettre une date limite à ces 4,3 millions de Français de plus de 55 ans en leur disant, en gros, on vous laisse tous un mois pour vous inscrire et si dans un mois, vous n'allez pas vous faire vacciner, eh ben, on baisse le niveau de l'âge à 45 ans, 40 ans. Et que ces Français qui ne veulent pas se faire vacciner, ils ne se disent pas « bon, on verra au mois d'août ». Non, beaucoup de gens attendent. En tout cas, ça contraste avec la situation, je le disais, en Inde, où la pénurie là-bas est générale. On va voir les images qui en rendent compte dans cet immense pays d'1,4 milliard d'âmes. Les images qui parviennent d'Inde sont dantesques. On manque de tout, en particulier d'oxygène pour la réanimation. Beaucoup de gens sont réduits à des soins de fortune dans la rue, dans les hôpitaux. C'est la course pour sauver des vies. Les urgences sont débordées. L'inquiétude est bien sûr d'abord pour les Indiens, mais on va en parler, elle est aussi pour le reste du monde, puisque le variant indien peut prospérer et circuler, y compris en Europe. Mais d'abord, ce témoignage de première main, c'est Caroline Roublin, qui est directrice exécutive de l'association humanitaire Tara Éducation et Protection de l'Enfance. Vous êtes avec nous en direct, madame, à New Delhi. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que les images sont le reflet de ce que vous constatez dans votre action ? Oui, alors moi personnellement, j'évite de me rendre dans des hôpitaux là tout de suite, puisque je suis en charge de gérer des foyers pour enfants. Et on a strictement la consigne d'éviter les hôpitaux tant que possible. Mais c'est vrai qu'on vit une situation d'urgence depuis 2 semaines, une dizaine de jours, où les cas se multiplient. Rien que dans notre association, sur à peu près 110 personnes, on a eu 44 cas en l'espace d'une semaine. Et c'est vrai qu'on fait tout pour soigner ces personnes à domicile, puisqu'on sait que les places en hôpital ne sont malheureusement pas disponibles. Aujourd'hui, on a dû arranger même un extracteur d'oxygène dans un de nos foyers pour enfants pour venir en aide à une personne qui était en difficulté respiratoire. Donc on est en train de transformer nos foyers pour enfants en hôpitaux. Caroline Roublin, est-ce que l'État indien a l'air en mesure de freiner la diffusion, notamment par les tests, notamment par les vaccins, ou bien est-ce que l'épidémie là est vraiment en roue libre ? Bon, c'est une question qui est très compliquée à répondre aussi, parce que l'État indien est immense, hein, c'est quand même 6 fois la France, vous l'avez dit, c'est 1,4 milliard d'habitants. Donc les situations diffèrent en fonction des États, des régions. À Delhi, ce qu'on voit, c'est que oui, il y a un effort sur l'accès aux tests. Les hôpitaux sont en crise d'oxygène, mais font tout pour que pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Que la distribution augmente, mais c'est pas suffisant. Pour l'instant, ça prend des journées pour faire tester les gens. Il y a aussi beaucoup de scandales qui se tournent autour des tests, parce que c'est pas toujours fiable. Et les hôpitaux sont très clairs. Il faut pas venir tant qu'on peut s'occuper des patients à la maison. Caroline Roublin, merci beaucoup, mais je vous laisse quand même terminer votre phrase, je vous ai interrompu, pardon. Donc non, les images que vous voyez sont réelles, et je pense que malgré des efforts gouvernementaux qui essayent de pallier l'urgence, ça va durer encore de nombreuses semaines.
Merci et courage dans votre action. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Discussion ouverte ici. Alors tout le monde pense aussi en termes un peu égoïstes. Parfois, le problème pour les Européens, c'est que ce variant indien peut arriver ici. Tout à fait, oui. Raison pour laquelle les autorités françaises ont pris des mesures spécifiques pour éviter, pour contraindre à des mesures de quatorzaine les passagers en provenance de l'Inde aujourd'hui. C'est effectivement une crainte. La guerre sanitaire, elle est mondiale et c'est pour ça qu'il faut que la communauté internationale aide tous les pays qui, d'abord, sont touchés sur leur sol, mais qui, effectivement, vont à la fois bloquer les voyages, bloquer la reprise de l'économie mondiale et la reprise d'une vie, je dirais, à peu près normale sur des États-continents qui n'ont pas forcément... L'exemple de l'Inde, ils ont rouvert trop vite. Ils ont rouvert, allez-y, et ils ont dû reconfiner, on voit la catastrophe indienne. C'est une crise mondiale plus que jamais. Ceux qui rêveraient un jour d'un gouvernement mondial, en tout cas sur les causes importantes, doivent être à l'œuvre sur cette épidémie catastrophique. Merci. Autre actualité du jour, c'est la polémique qui grandit après la tribune des hauts gradés, signée par une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'1 millier d'autres militaires selon valeurs actuelles. Le texte, marqué par des positions marquées à droite, évoque, je cite, un délitement de la France face à la horde des banlieues. Les militaires disent aussi être disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Ils mettent en garde contre le laxisme. Ils ajoutent, je cite toujours, l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Question ouverte, la polémique monte, on va entendre les politiques qui réagissent les uns les autres. Il y a vraiment deux thèses. Il y a ceux qui disent attention, putschiste dangereux, ceux qui disent un peu loser. Qu'est-ce qui prévaut selon vous ? Moi, je considère que c'est à la fois grotesque et très inquiétant. Grotesque parce qu'effectivement, ces 20 généraux et 1 millier, mais donnons-nous toute la liste. C'est facile de faire des tribunes, mis à part les 20 généraux. Qu'est-ce que ça représente sur l'ensemble de l'armée française, effectivement, qui est 99% républicaine? C'est pas grand-chose. Donc, grotesque, mais très inquiétant sur les termes utilisés. On va en parler. Horde de banlieue, l'appel à des militaires d'actifs au cas où ça se passe mal. Ça veut dire quoi? Au cas où la guerre civile est à nos portes. Elle est pour demain. Et inquiétant, très inquiétant, parce que, bon, le score police-gendarmerie, le RN fait 40%, et on sait très bien que cette tribune-là, même si elle est très minoritaire, ultra minoritaire dans l'armée, elle résonne dans une partie de la population française. Il ne faut pas se cacher les choses. Écoutons une voix autorisée. Amiral, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des piliers de l'armée française. Vous avez tenu des positions très importantes dans l'armée française dans votre carrière. Voilà. Les deux thèses qui s'opposent, ce sont de vieux scrognonieux très à droite, ou bien ce sont des gens qui pèsent réellement? Qu'est-ce qui domine? Alors, je reviens sur ce que vient de dire Renaud Pilat. Ce n'est pas la vie de l'armée, c'est la vie d'un certain nombre de militaires qui sont en retraite. Donc, ils sont revenus civils, je veux dire. Ils ne représentent absolument pas l'armée. C'est à peu près 200 000 militaires, les trois armées confondues. Donc, ils ne sont pas des losers, mais ils ne représentent rien. Ils ne représentent rien, dites-vous? Non. Ouais. En revanche, sur la forme, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur est-ce qu'ils ont le droit de parler, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de parler. C'est clair. Quand vous êtes militaire d'active, le statut a été rapproché de la fonction civile en 2005. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de vous présenter aux élections. À ce moment-là, pendant votre mandat, vous êtes détaché. Et dans l'expression habituelle, vous n'avez pas le droit d'évoquer des sujets secrets. Quand vous êtes en retraite, vous dites ce que vous voulez. Le cas des généraux en deuxième section, c'est une subtilité française, c'est qu'ils sont considérés comme en activité. Je vous rassure, ils touchent une retraite, ils ne touchent pas la pension d'activité. Ils peuvent être sanctionnés donc? Donc eux, ils ressortissent à cet article du statut qui est qu'on ne s'exprime que sur des sujets, on peut faire de la poésie, mais on ne s'exprime pas. Donc, oui, parce qu'ils sont en section 2. En section 2, on peut être rappelé en cas de besoin. Alors, c'est la raison. La section 2, c'est ça. On est toujours en activité, ça date de la guerre de 14, c'était pour rappeler des généraux. Donc on est toujours en activité. Moi, je suis toujours en activité, je suis en retraite. Toujours en activité, mais si le ministre veut que demain je fasse quelque chose, je ferai quelque chose et je serai rappelé. Donc ça, il y a un devoir de réserve que je m'applique à moi-même, bien sûr, quand je vous parle de ces sujets. Amiral, si on entre plus finement dans ces milieux militaires, il y a beaucoup de gens de l'armée de terre, est-ce que l'armée de terre, on dit
dit que c'est souvent plus à droite, un peu plus à droite que l'armée de l'air, qui est un peu plus à gauche. Voilà. Ça, c'est une vieille tradition. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont un peu caricaturales, à mon avis. L'armée, elle vote à 50-50, enfin comme les citoyens, voilà. Alors on a des images d'Épinal, d'une armée de terre un peu plus à droite, avec des unités de combat un peu plus à droite, des unités de soutien. Gendarmerie. La gendarmerie, j'extrais la gendarmerie, moi je parle des trois armées. Ouais. Une marine au milieu, et puis une armée de l'air. Vous êtes centriste, vous. Au milieu de l'eau, on va dire. Et puis une armée de l'air réputée plus jeune, plus dynamique, un peu plus à gauche. Mais en fait, on n'a jamais fait ni de sondage, ni vraiment de tests réels. En tout cas, la polémique politique est en train de monter. C'était la déclaration de Marine Le Pen ce matin sur France Info. En réalité, ils disent aux politiques que la situation du pays est terriblement inquiétante, que les zones de non-droit, la criminalité, la haine de soi, le refus du patriotisme par nos dirigeants sont des éléments, effectivement, de délitement de la nation. Et donc, ils viennent dire qu'il faut faire appliquer les lois. Voilà ce qu'ils disent. Nous vous demandons d'appliquer les lois. Qu'est-ce que je leur réponds ? Je leur réponds que je partage leur affliction, je partage leur constat, et que je pense que ces problèmes se règlent par la politique et par un projet politique validé par les Français dans un cadre évidemment démocratique. Voilà Marine Le Pen, le gouvernement n'a pas tardé à répondre quelques heures plus tard, c'était par la voix de Marlène Schiappa sur LCI. Je crois que Marine Le Pen, en soutenant cette démarche, voire peut-être en l'initiant, montre qu'elle ne comprend rien à la grandeur de l'armée et à ce qui fait la grandeur et la beauté de l'engagement des militaires. Marine Le Pen est disqualifiée pour devenir un jour chef des armées en montrant qu'elle ne comprend pas le mode de fonctionnement et le mode d'engagement de la vie militaire. Alors, faute, pas faute ? Ce que dit Marlène Schiappa, c'est un petit peu caricatural et je pense qu'elle le reconnaît elle-même. En revanche, je pense que Marine Le Pen a fait une faute parce que dans un état de droit, le corps militaire ne peut et ne doit pas devenir un instrument politique. Elle a également fait une faute pour une raison très simple, et Renaud Pilat le rappelait il y a quelques instants, c'est que, en effet, il n'y a pas de sondage, mais l'IFOP, Jérôme Fourquet, le patron de la section opinion de l'IFOP, estime qu'environ 40% du corps militaire gendarmerie a voté pour Marine Le Pen au premier tour de 2017, et 40%, c'est 2 fois plus que son score national au premier tour. Et donc, elle est déjà populaire dans cet électorat-là, entre guillemets, puisque les militaires restent des citoyens qui ont évidemment un droit de vote comme les autres et qui l'utilisent. Oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça qu'elle cherche, Marine Le Pen. Elle se fait attaquer, elle se fait chercher plutôt depuis plusieurs semaines par la Macronie, le chef de l'État qui crante ses sujets de prédilection, ses sujets régaliens. Elle s'est retrouvée face à un ministre de l'Intérieur qui lui a expliqué qu'elle était trop molle. Donc, d'une certaine manière, de se positionner sur ces sujets lui permet de se démarquer. Elle se démarque en tenant cette position. Et par ailleurs, son souci à Marine Le Pen, c'est qu'on l'accuse souvent. Ses détracteurs expliquent que voilà, elle ne va pas gouverner le pays depuis Montretout avec son père et puis sa nièce. Et en capitalisant sur la parole de ces 20 généraux dont vous avez expliqué ce qu'il en était, c'est une manière aussi pour elle de montrer aux Français qu'elle pourrait avoir des troupes puisqu'elle les invite à la rejoindre. Là où je rejoins un petit peu Ava Jamshidi, c'est que Marine Le Pen, elle profite aussi d'un déficit de crédibilité et d'autorité d'Emmanuel Macron sur le champ régalien et vis-à-vis des militaires. Emmanuel Macron et les militaires, c'est une histoire contrariée depuis le premier jour. Il a eu beau descendre les Champs-Élysées en commande-car, il a tout de suite après viré, c'est le mot, sans ménagement, le chef d'état-major des armées, et puis il est arrivé à l'hôtel de Brienne en disant « je suis votre chef ». En général, quand on le dit, c'est que ça se voit pas. Au-delà de cette polémique du jour, est-ce qu'il n'y a pas effectivement, dans les profondeurs, notamment de l'armée, une évolution quand on voit que même la commémoration de Napoléon aujourd'hui est contestée quand on est militaire moyen? Est-ce que ça ne pousse pas les gens vers la droite? Au fond, est-ce qu'ils ne se sentent pas quand même de plus en plus à droite de l'échiquier? Moi, j'ai passé 42 ans dans l'institution militaire. J'ai jamais vu ça, personnellement. Bon, alors peut-être que la marine, c'est 35 000 militaires, l'armée de l'air, 45 000. On n'est pas très représentatif de l'ensemble que vous indiquez, qui doit comprendre la gendarmerie, je pense. Tout à fait, je l'ai précisé. Donc, voilà, moi, je sépare les armées de la gendarmerie et de la police, même si le statut militaire des gendarmes en fait des militaires à plein temps. Non, je crois que on est représentatif de la société, pas plus. Alors après, il y a des choses quand même qu'on a oublié de rappeler.
L'armée n'a pas vocation à intervenir, ne veut pas intervenir sur le territoire national. C'est le ministre de l'Intérieur qui en est chargé. L'armée fournit des forces d'appoint. Et tous les chefs d'état-major des armées le rappellent. On est là pour aider, bien sûr. On aide quand il y a des troubles, quand il y a des incidents, quand il y a des catastrophes naturelles, mais elle n'est pas là pour intervenir. Et Sentinelle, on voit bien qu'on a bordé Sentinelle, hein, à la fois au plan juridique et au plan de l'intervention. Voilà. Donc ça, c'est un premier point et c'est un point important. Il faut toujours le rappeler. Et moi, j'ai jamais entendu de propos entre guillemets putschistes comme je vois sur votre... Amiral, merci de ce point de vue. Je rappelle vos mémoires préfacées par Éric Orsena. Voilà, je crois que je suis celui de la culture un peu désuète ici. Je suis le seul, tout à l'heure, je faisais le constat, à me rappeler les paroles de Maurice Chevalier. Ah oui. Le colonel était de l'Action française, etc. Ah oui. Vous vous souvenez pas, non? Non. Le sergent, un socialiste convaincu, le caporal sur toutes les listes. Voilà, l'armée multiple de toutes époques. Merci à vous toutes et tous d'avoir été présents. Et puis nous allons revenir maintenant sur une autre actualité après l'interview événement de Bernard Tapie hier aux 20h de TF1. Il répondait à Gilles Boulot, notamment sur son envie de tourner avec Claude Lelouch. Claude Lelouch nous accorde maintenant un entretien exclusif. Il dévoile le film à venir, le rôle promis à Bernard Tapie. Il parle aussi de son prochain film sur le Covid et de sa philosophie centrée sur l'optimisme. Merci et à demain. Claude Lelouch, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à la Cité du Cinéma où vous travaillez à votre prochain film. On va parler de ça, de vous. Vous qui avez manié tellement de scénarios. Comment est-ce qu'on décrit la scène? Un monument du cinéma dans la Cité du Cinéma? Non, je suis ici en train de finir la première partie de ce film qui est en 3 parties. On est en train de faire les mixages. Donc je viens de sortir de l'auditorium pour venir vous parler. Et c'est vrai que c'est mon 50e film. C'est un chiffre. 50 films, 60 ans depuis le premier long métrage ont passé. Et puis on revient toujours à Lelouch. C'était hier soir, aux 20h de TF1, cette scène inouïe, d'une force inouïe. Bernard Tapie qui répond à Gilles Boulot et qui dit son envie de vivre pour tourner avec vous, Claude Lelouch. Comment est-ce que vous avez vu la scène? Oui, alors, non mais ça c'est Bernard. C'est Bernard, je le vois régulièrement. La semaine dernière, je suis allé le voir, évidemment, et à chaque fois, je lui parle de ce film. J'aimerais beaucoup que dans la deuxième partie de ce film, il ait un rôle important. Et évidemment, il est un peu gêné avec sa voix en ce moment. Il m'a dit, t'inquiète pas, dès que l'opération est réussie, je t'appelle et on tourne. Voilà, donc j'attends qu'il m'appelle pour me dire, j'ai retrouvé ma voix et on y va. Donc, trilogie avec une deuxième partie où Bernard Tapie est déjà prévu. Comment est-ce que ça s'appellera? Alors, la première partie s'appelle L'amour, c'est mieux que la vie. Parce que j'en suis intimement convaincu. Ça, c'est du Lelouch pur sucre. Même quand ça fait très mal. C'est surtout ça. La deuxième partie, ça sera L'incroyable fertilité du chaos. Et c'est là où Bernard va pouvoir montrer à quel point le positif est plus fort que le négatif, quoi qu'il arrive. L'incroyable fertilité du chaos, ça lui va bien? Oui, mais ça va bien à tout le monde. C'est le chaos qui a tout inventé. Depuis le Big Bang, il y a le chaos, jusqu'à aujourd'hui. Moi, tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai d'abord raté. La souffrance est la meilleure école du monde. C'est tout ce qu'on rate, qu'on réussit à un moment donné. Je veux dire que quand les gens auront compris que le positif est plus fort que le négatif, le oui est plus fort que le non. Bon, le non peut rendre service, mais le non, c'est quoi? C'est un mot fin. Et un mot fin, c'est chiant. Alors que le oui, derrière un oui, il y a tout. Tout est possible. Le succès, l'échec, Bernard Tapie, vous, en miroir, on va parler de tout ça, mais d'abord ce hasard extraordinaire de la vie et du cinéma. Il y a 25 ans, il y a 96, votre film « Un homme, une femme » où Bernard Tapie se fait diagnostiquer un cancer par Pierre Arditi. Voilà. Et à l'époque, c'était faux. À l'époque, on était dans une fiction. On était dans une fiction et c'est vrai que inconsciemment, quand on voit l'activité de Bernard, on se dit, si ce type doit mourir de quelque chose, c'est d'un cancer de l'estomac.
Je veux dire que les emmerdes, où est-ce qu'ils vont se réfugier? Ça frappe là. Dans l'estomac, c'est là qu'il frappe. Bon, Bernard a passé sa vie à aller d'un combat à l'autre. C'est un combattant, c'est un guerrier, il aime la vie, il s'intéresse aux autres. Bon, alors évidemment, il prend des coups de tous les côtés parce que les gens ne comprennent pas toujours sa démarche, voilà. Et donc, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné. C'est pas un super-héros, c'est un héros du quotidien. Je veux dire que Bernard est capable de tout. Et en plus, il boxe dans toutes les catégories. Vous voyez, je veux dire, c'est un 4-4. Il est tout-terrain. Moi, quand j'ai tourné avec lui, il a appris le cinéma. En 24 heures, il est devenu acteur. Le lendemain, il avait tout compris. Quand bon acteur. Oui. Ouais. Quand le film est sorti, il a appris la distribution. Quand je produisais le film, il a appris la production. Enfin, c'est un type super, super doué. Et bon, moi, il m'a toujours fasciné. Et c'est cette fascination que j'ai essayé de filmer. Prémonition de ce film, Homme-Femme, Mode d'emploi, 96. On va voir une scène emblématique. Ok. Tu m'as fait peur. J'ai la trouille. Vous dites ça parce que vous êtes malade. Cette maladie m'a permis de savoir où j'en étais vraiment. Et franchement, il était temps. Alors il est où maintenant ton malade? Personne ne sait où il est. Alors maintenant faut que je le retrouve ton madame. Qu'est-ce que je dois faire? Pour voir comment je peux le sauver? Où tu es? Au ciel! C'est énorme. C'est énorme. Quel beau voyage. Quel beau voyage tu m'as fait faire. Je pars, je suis mort. Je reviens, il y a la vie, il y a l'amour, il y a tout. C'est inimaginable. Il y a ce moment extraordinaire où il rencontre par hasard Pierre Arditi et il lui dit, tu te souviens, le cancer que tu m'avais diagnostiqué il y a 25 ans, eh ben là je l'ai pour de vrai. Ouais. Oui, alors ça aussi, ça fait partie de ces... Vous savez, le hasard est le plus grand metteur en scène du monde. Voilà. Il y a deux. Le hasard est un immense metteur en scène et le plus grand scénariste du monde, c'est la vie. Voilà. Et moi, depuis 60 ans, je ne fais rien d'autre que filmer mes observations. Je suis rien d'autre qu'un reporter. Je fais le même boulot que vous. J'observe le monde et puis j'essaye d'être d'une lucidité bienveillante. Voilà. Et donc, mes films sont le résultat de ces observations. Alors, c'est pas seulement le hasard dans le scénario, c'est la logique profonde du film entre un homme, une femme, mode d'emploi et ce qui se passe aujourd'hui avec Bernard Tapie. C'était déjà l'idée que la force d'âme peut être plus forte que la maladie. Oui, et puis les histoires n'en finissent pas. Cette trilogie que je suis en train de faire, c'est la suite de l'aventure, c'est l'aventure, de la bonne année, homme, femme, mode d'emploi, les uns et les autres. Vous voyez, j'ai le sentiment d'avoir fait qu'un seul film et je retrouve mes personnages ou leurs enfants. Est-ce que vous y croyez à ça, que vraiment le moral, le mental, comme on dit, peut vaincre dans une certaine mesure la maladie? On se rappelle Mitterrand, diagnostic du cancer en 81, on lui donne 3 ans et il survit, 14 ans, 15 ans. Le moral est le meilleur médicament du monde, et dans toutes les maladies, et dans tous les domaines. Quand vous annoncez à votre cerveau une bonne nouvelle, tout de suite, hop, il annonce à votre corps entier, tout va bien les gars, et quand tout va bien, tout va bien. Le corps humain se bat en permanence contre toutes ces agressions. Je veux dire, il est en guerre tout le temps, un virus, un machin, bon... Toutes les maladies, quand elles arrivent dans votre corps, c'est un petit bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Un jour, un nutritionniste m'a dit ça. Toutes les maladies, toutes les petites, les grandes, quand elles arrivent dans votre corps, c'est un petit bébé. Et ce petit bébé, s'il grandit, il faudra des bombes atomiques pour le tuer. Si je boxe contre Cassius Clay quand il a 3 mois, je peux le mettre KO. Quand il a 20 ans, je peux pas. Or, toutes les maladies grandissent très vite. Et ce nutritionniste m'avait dit, si vous transpirez tous les jours, avec une simple transpiration, vous pouvez tuer tous les ennemis. Ce qu'il faut, c'est transpirer tous les jours. Si vous transpirez une fois par semaine, c'est trop tard, parce que le petit bébé est devenu très grand. Ça, c'est votre foi en la chance, en l'optimisme. Tout à l'heure, je vous vannais un peu sur votre blouson d'aviateur. C'est vous, quoi. Vous avez 83 ans. Oui. Et il n'y a pas du tout le côté « c'est derrière moi », pas du tout, jamais. Comment? Il n'y a pas du tout chez vous le côté « c'est derrière ». Non, je commence à voir la ligne d'arrivée. Je sais très bien que les statistiques sont pour ma faveur. Bientôt, vous allez faire ma nécro. C'est évident. À 83 ans, il faut la préparer. Qu'est-ce qu'il faut écrire pour votre nécro? Comment? Qu'est-ce qu'il faut écrire pour votre nécro? Il s'est bien marré. Il s'est bien marré. Il s'est bien marré. Il a aimé la vie et la vie l'a aimé. Ouais. Voilà, vous savez, Casanova, vous connaissez, rien ne fera que je me sois amusé.
Oui, non, mais dans les histoires d'amour, il faut être deux. Ah. Si vous aimez la vie, elle va vous aimer. Aujourd'hui, la plupart des gens qui morflent sont souvent des gens qui crachent dans la soupe. Vous savez, moi j'ai connu une époque où les gens pleuraient, maintenant ils pleurnichent. J'ai connu une époque où ils riaient, maintenant ils ricanent. Voilà, c'est une grande différence. Voilà. Bon. Mais le positif est toujours vainqueur à l'arrivée, même si sur le moment, le négatif fait les titres des journaux. On reparlera dans un instant de votre film où le Covid est présent. Est-ce qu'il y a chez nous tous, hein, un côté enfant gâté aujourd'hui par rapport à d'autres époques? Mais super gâté. Ce Covid est en train de nous donner une leçon absolument incroyable. J'ai envie de croire, pour tous ceux d'entre nous qui passeront à travers ce Covid, s'il est en train de faire une sacrée sélection. C'est un examen de passage terrible. Mais je pense que pour tous ceux qui vont passer à travers le Covid, ça va nous permettre de réinventer un monde formidable et merveilleux. On va en parler dans un instant, mais si on reste encore un peu à Bernard Tapie, parce qu'il y a cette fascination, ça a frappé tout le monde hier soir, après le 20h. Ce que représente Bernard Tapie pour vous, c'est quoi? Vous qui l'avez si bien connu, ce culot, cet extraordinaire culot de Bernard Tapie. C'est la force du positif sur le négatif. Ouais. Bernard, il prend ce qui est positif. Il prend, s'il y a 10 personnes qui vous disent du bien de Bernard Tapie, et une seule qui vous dit du mal, c'est celle-là qui va laisser des traces. Voilà. Eh bien, Bernard, lui, s'accroche au positif. Et c'est en cela qu'on a un point commun tous les deux. Moi aussi, je me suis accroché à ce qui marche. Je m'intéresse au train qui arrive à l'heure. C'est plus... Voilà. Il y a cette phrase fameuse d'Audiard, les cons, ça ose tout. Là, c'est le contraire. Bernard Tapie est tout sauf un imbécile. C'est l'intelligence du culot. D'où est-ce que ça vient, cette espèce d'aplomb inouï? Alors, d'abord, on est tous le con de quelqu'un. C'est sûr. C'est une échelle infinie. Et Bernard est très fort parce qu'il a compris que les cons, il fallait les flatter pour s'en débarrasser. Vous voyez, bon. C'est un art. Voilà. Et ça, c'est un conseil que m'avait donné mon père. Mon père m'a dit, tu vois, il y a pas mal de cons. Et il m'a dit, pour se débarrasser d'un con, il faut le flatter. C'est tout. Alors, le problème, ne flatte pas un type intelligent parce que c'est lui qui va te prendre pour un con. Voilà. Et donc, j'ai passé ma vie à flatter pas mal de gens pour m'en débarrasser parce qu'un con, si vous le flattez pas, il vous lâche pas jusqu'à votre mort. Vous voyez, il lâche pas. C'est des... Voilà. Et donc, je crois que Bernard a très bien compris ça. Il sait tout de suite, quand il parle à quelqu'un, à qui il a affaire. Ouais. Il sait tout de suite s'il a affaire à un grand ou à un petit. Et il se met toujours à la hauteur des gens à qui il parle. Je veux dire qu'il ne demande jamais aux gens de se mettre à sa hauteur. Il a l'élégance absolument incroyable de se mettre à la hauteur des gens avec qui il parle. Avec ses défauts, ses qualités, mais cette force. Lucchini, même Lucchini a été déstabilisé par Tapie. Oui, enfin, il tournait avec vous. Oui, quand on a tourné Homme-Femme d'emploi, j'étais ravi de ce face-à-face entre le professionnel des professionnels et l'amateur des amateurs. C'est comme au tennis, vous voyez, je veux dire, quand le 300e bat le premier. Voilà. Et donc j'ai assisté à des face-à-face absolument incroyables entre ces deux hommes qui, à un moment donné, jouaient plus, ils discutaient entre eux. Je veux dire qu'à un moment donné, on oubliait le film qu'on racontait, et puis d'un seul coup, il y avait un acteur qui parlait à un homme qui était fasciné par la vie, et je pense qu'on a fait des scènes magnifiques. Il y a une galaxie de personnages hors normes autour de vous, toutes celles, tous ceux que vous avez fait tourner, on va y revenir dans un instant. Dans l'interview hier, Bernard Tapie parlait des 3 admirations d'Alain Delon, qui sont Arnaud, Belmondo et Tapie. Vous avez tourné avec 2 d'entre eux, Tapie et Belmondo. Une suite avec Belmondo, c'est possible? Tout est possible, tout est possible. Ça dépend ce qu'on va lui faire faire et lui faire dire. Belmondo a toujours son sourire éclatant, ce sourire ravageur. Quels que soient les aléas de la santé. Quels que soient les aléas, et il est resté un enfant toute sa vie. Il est resté un enfant toute sa vie et il continue à avoir encore un fanatique du positif, vous voyez, encore un qui s'accroche à ce qui marche, quoi. Enfant, c'est le titre, c'est l'itinéraire d'un enfant gâté. L'itinéraire d'un enfant gâté, c'était le portrait d'un homme avec toutes ses contradictions. Il a les défauts de ses qualités dans le film. C'est ce titre-là qui peut être continué avec Belmondo? Je pourrais aujourd'hui faire une suite à tous mes films. Vous voyez, tous les personnages de mes films, en tous les cas, il y en a dans le dernier, celui que je viens de tourner, j'ai eu la chance de faire tourner Robert Hossein 10 jours avant sa mort. Et Françoise Fabian va tourner dans mon film. Jean-Louis Trintignant va tourner. Je veux dire que
je vais reprendre tous ces personnages. J'ai eu la chance de pouvoir faire 60 ans de cinéma, la chance de faire 50 films, et j'ai le sentiment d'avoir fait qu'une seule histoire. Donc c'est normal que j'aille au bout de cette histoire. Claude Lelouch, la longévité de Bernard Tapie, elle est en miroir avec la vôtre. On parlait de ses 60 ans, cette formidable revanche sur la fameuse prédiction des cahiers du cinéma qui disait « Claude Lelouch, retenez bien ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler ». C'était quand ça ? C'était en 1960, à la sortie de mon premier film. Vous voyez, c'était des visionnaires. Voilà. C'était la nouvelle vague. Vous savez, comme disait Audiard, la nouvelle vague, elle est plus vague que nouvelle. Là, il y avait quelques-uns de ces cons dont vous parliez ? Disons que c'était des méfiants. Ouais. Voilà, ils se méfiaient de ma spontanéité. Quelques années plus tard, vous avez 28-29 ans, la Palme d'Or pour Un homme et une femme. La suite éblouissante. C'est un jeu, on essaie toujours de faire la liste de toutes celles et ceux que vous avez fait tourner, mais Montand, Trintignant, Ventura, Deneuve, Piccoli, Jacques Dutronc, Belmondo, on le disait, Johnny Hallyday, Jeanne Moreau, Dalida. Ventura, bien sûr. Ce qui est très frappant, c'est que la plupart d'entre eux disent vous étiez un directeur d'acteurs gentil. Il y a beaucoup de sadiques. Hein. Je ne suis pas un directeur d'acteurs. Je suis un sportif. Je suis plus un coach qu'un metteur en scène. Les acteurs sont des athlètes. Ce sont des mecs performants, des femmes performantes. Et je suis là pour leur faire battre des records. J'adore quand on me dit, tiens, Belmondo a jamais été aussi bien. Lino a jamais été aussi bien. Donc, je suis là pour leur faire battre des records. Et donc, je les observe. J'essaye de comprendre ce qu'ils savent faire le mieux. Et c'est quand j'ai repéré leur qualité principale que j'appuie là-dessus. Et puis surtout, je joue sur leur spontanéité. Vous savez, la spontanéité, la vérité, personne ne la détient. Et la spontanéité, c'est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Il y a des cinéastes qui vont dans l'autre sens. Je me rappelle avoir interviewé Godard qui dit au contraire, souvent les acteurs, entre guillemets, c'est ce qui sous-entend, quand ils sont bêtes, c'est bien, on les pose là, il ne faut surtout pas qu'ils en fassent trop, quoi. Non, moi j'adore les acteurs, comme dirait Gabin, c'est battre les acteurs, c'est formidable les acteurs, c'est merveilleux. Moi, sans les acteurs, je suis rien. Mes histoires, c'est eux qui leur donnent une consistance. Là, je viens de faire L'amour, c'est mieux que la vie avec Gérard Darmon, Sandrine Bonner, Philippe Lelouch, Harry Habitant, Béatrice Dalle, Clémentine Sélarié, Elsa Silberstein. Ils m'ont fait des cadeaux absolument incroyables. Ils avaient envie de me faire plaisir, ils avaient envie d'aller au bout de leurs possibilités. Et voilà, donc, vous savez, à l'âge que j'ai maintenant, qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce que je risque ? Rien de plus que ce qui m'attend, vous voyez ce que je veux dire. Donc si je peux faire la fête avant de partir, je vais la faire. Il y a un lien vital au sens propre, originel entre le cinéma et la survie chez vous. La scène est un peu connue, mais c'est quand vous êtes gosse, c'est que on vous cache au fond dans les salles de cinéma pour éviter que la Gestapo vous prenne. Ça a été le premier moment. Ben oui, le cinéma a commencé par me sauver la vie. J'ai été recherché par la Gestapo pendant la mer avec ma mère, j'avais 5-6 ans. Et le seul endroit où je tenais en place, c'était dans une salle de cinéma. Donc ma mère me confiait à des ouvreuses. À 2h de l'après-midi, elle venait me rechercher à 6h, leur donnait un petit pourboire. Elle dit, je t'ai regardé le petit garçon, mais il ne va pas bouger. Je me tapais 4 séances d'affilée du même film. Qu'est-ce que vous regardiez à l'époque ? Le film qui m'a... C'était La cage de Rossignol, avec Noël, qui est devenu après un remake. Et donc, j'ai découvert tous les comiques français de l'époque, Fernandel, il n'y avait pas les films américains. J'ai découvert les westerns et les comédies musicales beaucoup plus tard. Et donc, j'étais au paradis et je me disais, mais c'est formidable parce que ces gens qui sont sur l'écran, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue, mais on réussit. La suite, c'est le cinéma d'actualité. Vous avez touché à peu près à tout, hein. Et puis cette marque Lelouch. Est-ce que vous êtes devenu un classique ? Moi, je me rappelle l'époque où beaucoup de gens ironisaient sur Lelouch, le côté Shabada, un peu gnangnan, etc. C'est presque passé. Et on a dépassé ce temps-là. Vous savez, le seul critique qui compte, c'est le temps qui passe. Ouais. Et le temps qui passe, il est sympa avec moi. Voilà, donc c'est lui qui, aujourd'hui, je vois mes films repassent à la télé, et ils ont pas mal vieilli. Je suis assez content. Donc, je sais pas, écoutez, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait inconsciemment. J'ai rien prémédité. Mes films sont le résultat de hasard, de coïncidences, de rencontres. J'ai rien programmé, rien. Chaque minute a inventé celle d'après. On a l'impression que vous avez tout traversé comme ça, la vie
au cinéma, la vie tout court, quand vous parlez, combien avez-vous d'enfants? 7, je crois? J'ai eu 7 enfants avec 5 mamans. Voilà. Donc déjà, ça permet de... Combien de mariages? 3 mariages, c'est tout simplement. Je ne me suis pas marié à chaque fois. Il y a tellement de gens chez qui ça a l'air difficile, compliqué, dramatique, etc. Pas vous. Mais non, mais parce que d'abord, je cicatrise très vite. Voilà. Donc. Il faut être un peu égoïste. Je suis très égoïste, évidemment. Vous savez, mais je suis comme tout le monde. Vous savez, la personne qu'on aime le plus au monde, c'est soi. Bon. Et c'est pour ça que j'aime l'amour, parce que quand vous êtes amoureux, à un moment donné, vous êtes capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que vous-même. C'est pour ça que c'est magnifique. Mais sinon, qu'est-ce qu'on s'aime? Vous voyez, moi, la personne qui m'a rendu le plus de service, c'est Claude Lelouch. La personne qui m'a sorti de la merde, c'est Claude Lelouch. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je croise quelqu'un, que je suis capable d'aimer un peu plus que moi-même, je suis aux anges. En ce moment, je suis amoureux de Valérie Perrin, qui en plus est en train de casser la baraque avec ses bouquins. Et je suis heureux de l'aimer plus que moi. Il y a ce vers de Dante qu'on cite toujours quand on parle de l'amour, qui meut la force d'attraction, les étoiles et le soleil, c'est ça qui vous pousse en avant. Il y avait quelque chose de ça hier dans le regard de Tapi, cette brillance, cette envie de vivre. Chez vous, cette force de continuer. Qu'est-ce qui vous meut encore? Qu'est-ce qui fait que, là encore, 83 ans, vous êtes là à travailler sans cesse? On est venu vous voir parce que c'était impossible de vous déplacer. Qu'est-ce qui vous meut encore? Mais parce que je ne crois pas à la mort. Je n'y crois pas. La mort, c'est... Mon intelligence croit à la mort, mais pas mon instinct. Vous savez, il y a... Notre inconscient nous explique qu'on est là pour toujours. Il n'y a que notre intelligence qui nous explique qu'on va bientôt se barrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai plus envie de faire confiance à mon inconscient qui me dit que, pour moi, la mort est une promotion. Je suis sûr que c'est une promo. Alors, si j'ai pas bien travaillé dans cette vie, je vais être obligé de redoubler. Mais je veux bien me retaper une vie de Claude Lelouch. Hein. Je me suis bien marré. Vous êtes prêt à recommencer? Évidemment. Ce film où le Covid occupera une place, c'est dans nos générations. Est-ce que ce sera la grande affaire de nos générations, comme la grippe espagnole, les guerres pour d'autres? Oui, je pense que c'est un événement mondial, colossal. Avant, il y avait les guerres, mais la terre entière n'était pas concernée. Il y avait des pays qui étaient épargnés. Là, personne n'a été épargné. Donc le Covid est en train de parler à l'humanité. Il est en train de parler à 7 milliards de gens. C'est un discours qu'il faut qu'on écoute. Et ce Covid essaye de nous synchroniser. Pour l'instant, on n'était pas synchrones les uns et les autres. Et grâce à lui, d'un seul coup, on va mieux se synchroniser. On a besoin de se synchroniser. On a besoin d'être en accord. Voilà. Et ce Covid, il est en train de nous dire que c'est notre dernière chance. Sinon, après, il va se fâcher, parce qu'il peut trouver un truc encore plus fort. Voilà. Et j'aimerais beaucoup que les enfants gâtés que nous sommes, on prenne très au sérieux ce Covid, qui est en train de nous dire des choses pas si dégueulasses que ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, au fond? Il nous dit que le bonheur est gratuit et que c'est le luxe qui est cher. Il est en train de nous dire des belles choses. C'est un face-à-face moral, humain, sanitaire, politique aussi. Le pouvoir, Emmanuel Macron face au Covid, comment est-ce que vous le regardez? Il a beaucoup de mérite. Il a beaucoup de mérite parce que c'est une accumulation d'emmerdes colossales. Vous savez, c'est un scénario... Oui, mais la vie est une course d'emmerdement au pays des merveilles. On le sait, une fois pour toutes. Mais je trouve qu'il s'en sort vachement bien. Je suis pas contre lui. Je suis obligé de reconnaître que, d'abord, j'aimerais pas être à sa place et qu'il va passer à travers les gouttes. Il va passer à travers les gouttes, mais c'est vrai que les impatients sont très impatients. Vous qui avez modelé tellement de rôles dans des scénarios, Emmanuel Macron, ce serait quel rôle? Quel rôle vous lui donneriez? Quel emploi, comme on dit au théâtre? C'est Bonaparte. C'est Napoléon. Je veux dire que... Ce sera l'anniversaire bientôt. Hein? C'est bientôt l'anniversaire. Oui, non, mais c'est évident que depuis le départ, il me fait... Moi, j'ai une passion pour Napoléon et Bonaparte. Ouais. Enfin, j'ai quel une passion... point commun entre les deux? Il y a des points communs incroyables, insensés. Je veux dire que je lui souhaite pas d'aller à Sainte-Hélène, je lui souhaite pas à Waterloo, vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, je lui souhaite Austerlitz, voilà. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a effectivement, vous savez, mes héros à moi, c'est d'abord les 3 mousquetaires. Moi, après les pieds nickelés parce que ils se démerdent bien, vous voyez. Après c'est Napoléon et après Victor Hugo. Voilà. Allez-y, à Belgance, faites-nous un Napoléon, là. J'aurais adoré faire un Napoléon.
L'optimisme, on commençait par là, on peut finir par là, parce qu'il y a une force chez vous d'optimisme qui est comme un dopant. Le chiffre 13, votre société, les films 13... Oui, alors, il y a 2 chiffres importants dans ma vie, c'est le 13 et le 7. J'ai plus mis le 13 en valeur parce que la promotion était mieux faite par les 13 à table, hein, ce que je veux dire. Mais le 7 est un chiffre aussi très très important, capital dans ma vie. Oui, vous dites il faut avoir plus d'envie des jours qui viennent que de regrets des jours passés. Hein. Ça, c'est un moteur. Non, mais les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Donc il faut qu'on s'apprête à vivre de très belles années. Voilà, le positif va gagner. Je suis prêt à jouer dessus. Ouais. Il y a des gens comme ça. J'en veux beaucoup à tous ceux qui essaient de nous faire croire que la vie est une saloperie. C'est des traîtres. Vous voyez, c'est des imposteurs. Voilà. Non, la vie est formidable, extraordinaire, géniale, même quand elle nous fait chier et quand elle nous fait très mal. Est-ce que ça s'apprend, ça? Est-ce que ça s'exerce, la chance, le bonheur? Vous êtes un athlète de ça, visiblement. Est-ce que ça s'exerce? Mais ça s'apprend, il suffit d'observer. Si vous observez le monde, moi j'ai mis une vie entière à croire en Dieu. On ne croit pas en Dieu en 5 minutes. Et là, maintenant, vous y croyez? Mais de plus en plus. Ouais. Plus que le pape. Claude Lelouch, vous qui avez survécu en partie grâce aux salles de cinéma, un mot quand même sur l'actualité. D'abord, le succès extraordinaire des Français aux Oscars, et puis cette privation de la salle de cinéma, c'est dur pour vous aussi? Ça, c'est dur. Ouais. Ça, c'est dur. Et le retour dans les salles de cinéma va être fabuleux. Ouais. Je crois au cinéma plus que jamais. C'est une chance formidable pour le cinéma, ce qui vient de lui arriver. Est-ce qu'on y retournera vraiment, ou est-ce que, inéluctablement, ce qui a été pris ne reviendra pas tout à fait? Il y a Netflix, il y a ce genre de choses qui vont déplacer un peu le centre. On a annoncé la mort du cinéma depuis sa naissance. Ouais. Le cinéma est en crise depuis 1895. Il a résisté à tout. Il va résister aux plateformes, il va résister au Covid. Il n'y a rien de plus beau que de voir une petite histoire sur un grand écran. Merci Claude Lelouch. Faites-nous un face caméra là pour Bernard Tapie. On est parti de lui, de cette interview d'hier. Bernard Tapie, que vous allez faire jouer. Qu'est-ce que vous... Bernard, je t'appelle tout à l'heure. Et je t'embrasse très fort. Voilà. Merci Claude Lelouch de cet entretien et vivement le film, ce sera quand? Dès que les salles vont ouvrir. Alors c'est l'espoir pour beaucoup de gens. Merci beaucoup, merci Claude Lelouch. Merci. C'était votre